L'objectif, ce sera évidemment d'introduire les sciences cognitives et le rapport dans la transition écologique pour essayer de créer des points de bascule sociaux. Objectif, évidemment, large. Et donc, on va essayer d'identifier un peu tous les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à passer à l'action et comment faire pour y arriver. Alors, évidemment, un petit état des lieux de la crise avant de commencer. On a toujours plus de mauvaises nouvelles, évidemment. On va vivre une crise de l'eau. On est dans un monde dans lequel, si on suit les tendances actuelles, ça ne nous permettra pas de survivre. Et la crise de la biodiversité, qui est aussi grave que le changement climatique, mais pas aussi connue du grand public. Mais nous avons les moyens d'y arriver. Ce n'est pas un défaut de technologie ni de connaissances. Et François Jomène, il nous dit, on arrive un peu au bout de ce que la science peut dire aux décideurs. Donc, face à ce constat-là, qui est que nous avons les moyens d'y arriver, mais que nous ne changeons pas assez, et bien évidemment, l'émotion dominante en France est l'impuissance. Alors, est-il possible de changer? Que nous dit la littérature scientifique? Eh bien, que les changements sociaux sont souvent initiés par des minorités, et que les minorités pro-environnement peuvent guider la société vers des points de bascule sociaux, un changement social spontané. Alors, comment matérialiser ce changement? Quels sont les freins au changement? Quels sont les mécanismes cognitifs liés? Et comment les utiliser en tant que levier? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre durant cette présentation. J'espère pouvoir vous donner des clés de lecture du changement social et des outils utiles à tous, que ce soit au quotidien ou dans votre travail, pour faire avancer les choses. Alors, à l'agenda, on va essayer de rendre la crise et les enjeux compréhensibles en s'attaquant un peu aux mécanismes liés au traitement de l'information. Ensuite, on va essayer d'identifier tous ces freins au changement et ensuite comprendre comment le changement s'opère dans la société, et les différentes conditions et les leviers. Et puis ensuite, pour le passage à l'action, on va voir comment les normes sociales peuvent nous aider et des outils et leviers concrets pour les acteurs de la transition que vous êtes. Et à la fin, on fera un petit exercice de mise en pratique. Alors, les mécanismes cognitifs. On va commencer avec une petite mise en situation. Alors, je vais vous présenter mon ami Harold. Harold, il est jardinier. Et en fait, il est en train de tailler sa haie. Et ensuite, il se retourne vers sa maison. Et il voit en fait qu'il y a de la fumée au-dessus de sa maison. Il regarde. Et puis ensuite, il se retourne à nouveau, il continue à tailler sa haie. Alors, pourquoi est-ce que notre ami Harold continue à tailler sa haie alors que visiblement, il y a un incendie dans sa maison? Est-ce que vous avez des idées? Je me tourne vers vous. Les idées sont les bienvenues. Est-ce qu'il attend que les pompiers arrivent? Il attend que les pompiers arrivent, C'est ouais. pas son taf. Ouais. Dilution de la responsabilité. La fumée, ça peut être plein de choses. Ça peut être un incendie, avant l'incendie qui est hyper grave, ça peut être autre chose aussi, non? Ouais, ça peut être autre chose, effectivement. D'autres, ouais. Parce qu'il n'a jamais connu d'incendie. Voilà, ça c'est une très bonne réponse. Effectivement, notre ami Harold, il vit dans un monde dans lequel il n'y a jamais eu de feu. Alors, il ne sait pas ce que c'est de la fumée, il ne peut pas l'interpréter comme étant un risque. Alors nous, avons-nous déjà vécu un réchauffement climatique et ses conséquences? Non. Une perte de biodiversité et ses conséquences? Non. On en est seulement au début. Donc on voit que l'information, elle peut être nécessaire pour faire bouger Harold. Et nous, en fait, on a des projections scientifiques et pourtant, on ne change pas vraiment. Alors, ce qu'on sait, c'est que le type d'information, qui les communique, la façon de communiquer, tout ça, ça va influencer la perception du risque et du coup la mise en action. Et là où l'information peut inciter à l'action, il y a d'autres facteurs qui peuvent agir comme frein. Alors, là, on va parler du Intention Action Gap. Alors, au niveau de l'information, à quel point est-ce qu'on va ignorer notre ignorance, des choses que l'on ne sait pas? Alors, au niveau de la réputation, par exemple, on peut savoir qu'il y a des choses de très graves en cours.
mais on va se poser des questions comme, tiens, comment est-ce que je serais vu si je partage ceci sur les réseaux sociaux? Ensuite, au niveau des normes sociales, justement, on va regarder, tiens, qu'est-ce que font les gens autour de moi? Quels sont les comportements attendus? Et moi, qu'est-ce que je peux faire, justement, dans ce contexte-là? Après, on va regarder au niveau de l'effort. Est-il possible, par exemple, de se passer d'une voiture sans les infrastructures adaptées? Les bénéfices, que se passe-t-il si j'arrête de prendre l'avion ou la voiture? Les bénéfices dans le temps aussi. Et puis l'équité, ce qui est également très important. Pourquoi est-ce que moi je devrais me priver d'avion ou payer une taxe alors que ce sont les ultra-riches qui polluent le plus, qui ne font aucun effort? Donc, tout ça sont différentes choses qui sont identifiées dans l'Intention Action Gap. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, ça va être de faire en sorte que Harold puisse sauver sa maison le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va essayer de maximiser l'incitation à l'action et voir des mécanismes cognitifs pertinents, et puis ensuite maximiser le passage à l'action. Et c'est là justement qu'on va retrouver ces facteurs dans l'Intention Action Gap. Alors, on commence par l'information. C'est parti. L'information, ça peut être utile, mais quel type d'information? Est-ce qu'il faut faire flipper ou est-ce qu'il faut faire rêver pour faire changer? Alors, option 1, on fait flipper Harold, on lui montre comment sa maison va cramer. Option 2, on le fait rêver. Et option 3, on fait les deux. Alors, concrètement, que nous dit la science à ce niveau-là? On se souvient mieux des événements négatifs que des événements positifs, avec plus de détails. Vous avez par exemple le titre de ce papier scientifique avec l'acronyme Never Forget. Nous sommes averses à la perte. On déteste plus perdre que ce qu'on aime gagner. Alors le FOMO, si ça vous dit quelque chose, ça peut être apparenté à ça. Ou alors choisir, c'est renoncer. Petits exemples. Et on est également soumis au mécanisme de disponibilité. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux informations présentes dans notre mémoire. Si on a dans notre mémoire des événements, disons, négatifs, etc., eh bien ça va pouvoir aussi nous pousser à l'action. Alors, il y avait cette étude que j'avais retrouvée dans un article de Mélusine, que je vous invite à lire. Je vous enverrai les liens par mail. Cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, il y a 5 faits qui sont très efficaces à partager dans le contexte du changement climatique, qui est de dire qu'il y a un consensus scientifique, que le changement climatique est réel, qu'il est causé à 100% par l'humain, que la situation est grave et que nous pouvons agir. Donc on retrouve effectivement le fait que la situation est grave, donc ça c'est toujours bien de partager. Alors, on sait aussi que la couverture médiatique du changement climatique n'inspire pas à l'action. Donc ça, c'est un papier qui a été publié cette année. Et concrètement, ce qu'il dit, c'est qu'on présente un problème global sur lequel on n'a pas vraiment d'emprise à l'échelle individuelle. Alors, ces menaces, effectivement, ça génère de la peur. Et la peur, elle peut générer des changements comportementaux si le problème est accompagné de solutions. Alors, les solutions, quelles sont-elles? Généralement, elles sont adressées au gouvernement, aux grandes entreprises. Je reprends cette citation de François Jomet, qui dit « on est au bout de ce que la science peut dire aux décideurs ». Alors, nous, effectivement, on n'est pas vraiment des décideurs. Et donc, ça peut arriver qu'on puisse se dire « quoi que je fasse, je peux rien y faire, ou pas y faire grand-chose ». Et ça peut correspondre au phénomène d'impuissance apprise. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On va en parler tout de suite, parce qu'effectivement, ce que je vous disais dans l'introduction, c'est que le sentiment d'impuissance, c'est le sentiment qui est le plus présent dans la population française, avec près de 4 personnes sur 10 qui se sentent impuissantes. Alors, ce phénomène, il a été proposé par un professeur de psychologie expérimentale. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui se rapproche de la dépression, de l'anxiété, et c'est causé par le fait d'être plongé dans une situation de façon répétée sans pouvoir agir dessus. Donc, pour que ça soit un peu plus concret, je vais vous parler de l'expérience qu'il a réalisée. Alors, durant la première partie de cette expérience, il a pris 3 groupes de chiens qu'il a attachés à un harnais. Pendant que les chiens du groupe 2 subissaient un choc électrique, il pouvait l'arrêter en pressant sur un levier. Alors, les chiens du groupe 3 qui subissaient également un choc électrique, eux, en fait,
le choc ne s'arrêtait que si les chiens du groupe 2 appuyaient sur le levier. Donc concrètement, à force de répétition, les chiens du groupe 3, ils ont appris à être impuissants et ils ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique parce qu'ils étaient complètement dépendants de ce que faisaient les chiens du groupe 2. Dans la deuxième partie de cette expérience, vous voyez ici, là au-dessus, il y a des petits box. Donc, dans les petits box de gauche, à chaque fois, c'est des chocs électriques. Et ils ont été mis dans ce dispositif où ils devaient juste sauter au-dessus du mur. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu le choc électrique, les chiens du groupe 1, qui eux, ils n'avaient jamais vraiment été bloqués ou quoi que ce soit, et ils sautent juste au-dessus du muret. Les chiens du groupe 2, pareil. Et les chiens du groupe 3, en fait, eux, ils sont juste restés en place, tout simplement. Et donc ça, c'est ce phénomène d'impuissance apprise. Et donc, reprenons l'exemple de Harold qui, lui, est face à son incendie. Si on lui dit la température augmente, le meuble brûle, si rien n'est fait, certaines parties de la maison seront rapidement condamnées, il est urgent que les pompiers agissent, des trucs comme ça. Mais lui, il n'est pas pompier, il va se sentir impuissant et il agira pas. Concrètement, nous, si on nous dit la température augmente, la Grèce et le Canada sont en feu, si rien n'est fait, certaines parties de la Terre seront rapidement inévitables, il est urgent que les décideurs agissent, eh ben, nous, on n'est pas des décideurs, on se sent impuissant, on agit pas. Donc, on voit que la communication, ça va avoir un impact assez important sur le fait qu'on se mette en action ou non. Alors, comment essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas? Eh bien, l'objectif, c'est de donner des solutions qui s'appliquent, nous, à notre échelle. Alors, en bref, ici, ce qu'on voit, c'est que au mieux on est informé, au plus l'incitation à l'action est adaptée. Concrètement, on peut utiliser la peur comme moteur. À ce moment-là, il faut donner des solutions qui sont adaptées. Donc, faire flipper ou faire rêver, concrètement, il faut un peu faire les deux. Alors, maintenant, si on veut inciter Harold à l'action, on doit lui donner une connaissance de ce qu'il risque, mais aussi de ce qu'il peut encore éviter, des actions à entreprendre pour y arriver. Alors maintenant, quelles informations est-ce qu'on va lui donner? Il va comprendre ce qu'un feu signifie, ça détruit tout ce que ça touche, ça se propage extrêmement vite. Les solutions, il faut de l'eau, des pompiers pour arrêter l'incendie. Quels sont les problèmes? Alors, à quel point une information est compréhensible pour l'être humain? À quel point une information est crédible? Et l'information peut inciter à agir, mais à quel point on peut elle faire passer à l'action? Donc, ici, une autre phrase que j'ai sortie d'un des articles de Mélusine, qui dit « La complexité est un frein à la compréhension et donc au passage à l'action ». Et donc, notre objectif, c'est essayer de faire simple et simplifier encore. En gros, le cerveau, il y a un peu deux parties. Enfin, c'est un peu une vision, une manière de le voir. C'est le système 1, système 2, qui est le titre d'un livre de Kahneman, qui est prix Nobel d'économie que je vous recommande. Et donc, dans cette idée, il y a ce système 1 qui est un peu genre activé en permanence, système 2 qui est un peu plus fainéant. Et donc, l'idée, c'est justement d'essayer de faire extrêmement simple, de façon à ce que, via ce système-là, on puisse mettre les gens en action. Alors, faire simple, simplifier encore, c'est le titre d'un livre que je vous recommande également, qui s'appelle Homo sapiens dans la cité, que je vous enverrai. Enfin, je vous enverrai la référence. Plutôt, le livre. Du coup, on a ces informations-là. Est-ce que ça suffira pour faire comprendre ce qui se passe au moment où la fumée fait son apparition? Alors, maintenant, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on traite l'information au niveau des chiffres. Donc, vous connaissez peut-être cette citation, un mort c'est une tragédie, 1 million de morts c'est une statistique. Concrètement, l'affect, il n'est pas proportionnel au nombre. Comment est-ce qu'on réagit? Alors, pour vous donner un exemple, en fonction des quantités, on va comprendre plus ou moins ce que ça représente réellement. Donc, si je vous dis une pomme versus 10 pommes, vous savez exactement quelle est la différence. Vous voyez, vous pouvez vous les représenter. Si je vous dis 1 million versus 1 milliard, ben là, concrètement, on est vite un peu perdu. Alors, il y a cette expérience de Kahneman que je trouvais extrêmement pertinente au niveau de notre compréhension des chiffres. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, il y avait eu une marée noire et du coup,
L'objectif, c'était de voir, tiens, combien est-ce que vous seriez prêt à mettre pour sauver X nombre d'oiseaux. Donc, l'objectif, c'est de créer des filets destinés à couvrir ces mares de pétrole. Et donc, pour sauver soit 2000, soit 20 000, soit 200 000 oiseaux, l'objectif, c'est de voir, tiens, combien est-ce que vous êtes prêt à mettre, respectivement. Jusque-là, c'est clair. Et donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les contributions moyennes, c'était de 80 pour sauver 2000 oiseaux, 78 pour sauver 20 000 oiseaux, et 88 pour sauver 200 000 oiseaux. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout proportionnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, les gens ont réagi tout simplement à l'image d'un oiseau qui se noyait dans une mare. En fait, on n'a pas la capacité de comprendre ces chiffres absolument énormes. Et du coup, au niveau de la communication, on se rend compte que on réagit vraiment à ce qui est perceptible et non pas à des chiffres qui sont absolument énormes. Alors, effectivement, donc négligence presque totale de la quantité. Un exemple très concret que j'avais vu sur Instagram. Donc, dans une ville d'Angleterre, ils avaient annulé le feu d'artifice pour une très bonne raison. Est-ce que vous voulez donner une idée de la raison pour laquelle ils auraient pu annuler ce feu d'artifice? Traumatisme des animaux. Ouais. C'est l'objectif, mais ça ne devait pas être ça. C'était les nuisances sonores ou un truc qui n'a rien à voir avec les animaux. Ça a quand même un lien avec les animaux, mais concrètement, on sait que par exemple, c'est très nuisible pour les populations d'oiseaux. Mais là, ici, le fait est qu'il y avait un morse qui était en train de dormir qui était venu se reposer dans la zone portuaire de la ville. Et du coup, la mairie ne voulait pas l'effrayer. Et donc là, on voit de nouveau que les oiseaux, on sait que c'est nocif, mais en fait, si on ne les voit pas, c'est pas très perceptible. Si on ne voit pas qu'ils meurent très concrètement lorsqu'il y a le feu d'artifice, eh ben, en fait, ça a moins fait agir. Là, ici, mais très bon exemple, on voit que c'est directement perceptible. Et du coup, là, effectivement, ils avaient annulé le feu d'artifice. Alors, on sait aussi que l'humain, il n'est pas vraiment fait pour les additions, mais surtout pour des comparaisons. Donc, par exemple, si vous devez vous demander quelle couleur est-ce que vous donnez pour le meurtre? Rouge. Ok. Pour le vol? Voilà, ok. Et du coup, en fait, directement, alors que ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir, on est directement capable de faire ces comparaisons. C'est pour ça, ouais, là, je vais pas modifier, mais bref. Je vous parle de la maison d'Harold qui brûle. Ça, c'est une comparaison. C'est justement essayer de se rapprocher de quelque chose qu'on connaît pour essayer d'en extraire des similitudes pour comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, il y a aussi justement des articles de papier qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est une tonne de CO2. Alors ici, on sait qu'une tonne de CO2 émise, ça correspond à la fonte de 3 mètres carrés de glace arctique. Et ça, directement, ça donne un ordre de grandeur très précis de « Ah, tiens, ok, si j'émets une tonne de CO2, il y a 3 mètres carrés de glace arctique qui fond. » Ou alors, il y a aussi, c'est 1 kg de CO2 qui fait fondre 15 kg de glace d'un glacier. Alors, pour un peu mettre tout ça en perspective, qu'est-ce qui est efficace? C'est tout ce qui permet de minimiser la réflexion. Donc, un peu éviter les grands nombres où on doit vraiment réfléchir, mais se rapporter le plus possible à l'individu, à ce qui est perceptible pour nous, et utiliser donc justement ces comparaisons et ces équivalences d'intensité. Alors, ça vous connaissez tous, et concrètement, c'est très utile aussi, c'est justement cette idée de l'empreinte carbone, mais qui, elle, est ramenée à l'échelle individuelle, et pas à l'échelle d'un pays entier. Et ça, concrètement, ça nous permet de nous dire, ah tiens, si je prends un vol pour New York, ben, c'est 2 tonnes de CO2. Maintenant, mettre ça en comparaison avec le fait de, ah tiens, d'ici à 2050, il faut être à 2 tonnes de CO2 équivalent par an pour rester en dessous d'un degré ou 2 degrés. Donc ça, directement, ça nous donne une bonne idée, un bon ordre de grandeur de ce qu'est notre pollution. Alors, une autre chose liée à l'information, j'en parlais plus tôt, mais le fait est qu'on va agir en fonction de ce qu'on voit
et pas en fonction de ce qu'on ne sait pas, évidemment. Et donc, il y a cette phrase de Kahneman que j'aime beaucoup qui dit « L'humain a une capacité infinie à ignorer son ignorance ». Alors, effectivement, nous nous concentrons sur ce que nous savons, nous négligeons ce que nous ne savons pas, et ça peut nous rendre trop sûrs de nos convictions. Alors, par exemple, on sait que, enfin, je voyais que le prix de l'immobilier dans le bassin méditerranéen, il grimpait malgré les prédictions climatiques. Alors, vous avez aussi, par exemple, ça j'en parlerai plus tard aussi, mais le fait que le prix de l'immobilier, quand il y a des catastrophes dans des zones inondables ou quoi, le prix de l'immobilier va descendre, et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que l'événement s'efface de la mémoire, les prix vont regrimper progressivement. Et donc concrètement, on oublie un peu ce truc-là, et c'est cette ignorance qui joue un rôle dans cette prise de la décision. Alors aussi, quelle place ont les inconnus dans notre prise de décision? Et là, on va retrouver le biais du planificateur. Donc, par exemple, l'Opéra de Sydney en 1958, qui devait coûter 7 millions de dollars à la construction, au final, il en a coûté 102. Et ça, c'est un exemple typique qu'on va retrouver dans tous les projets de construction, même au niveau individuel. Par exemple, il y a des études sur le coût de construction d'une cuisine, où là, aux États-Unis, ils avaient fait une moyenne, c'était plus ou moins aux alentours de 18 000. Et au final, en tout cas dans les budgets, et les coûts effectifs, c'était plutôt aux alentours de 36 000. Donc, on voit concrètement que ce biais du planificateur, ça fait qu'on va négliger tout ce qui, tous les facteurs, en tout cas qu'on ignore finalement, et qui vont faire en sorte que ces prix vont augmenter drastiquement. Il y a également l'effet de Dunning-Kruger, je ne sais pas si vous connaissez, concrètement qui nous dit, j'ai pris une phrase qui l'explique très bien, c'est « l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Ou encore, une phrase d'Einstein, « plus j'apprends, plus je réalise que je ne sais pas ». Et donc on a un peu cette courbe de l'apprentissage, si vous voulez, où en fait, quand on est introduit à un sujet, concrètement, on va directement prendre énormément de confiance. Et en fur et à mesure des erreurs, cette confiance, elle va diminuer jusqu'à atteindre un point très bas, et puis ensuite remonter progressivement dans le temps, très lentement. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée derrière cette courbe de l'apprentissage et l'effet de Dunning-Kruger et le fait qu'on soit un peu... on ignore notre ignorance, quoi, concrètement. Alors, lié à l'information également, vous avez ce qu'on appelle le biais de confirmation, que vous connaissez peut-être. Qui connaît le biais de confirmation? Ok. Alors, concrètement, on va décider de croire ou non en ce qu'on nous raconte. Et en fait, ce qui se passe dans la tête, c'est qu'on va établir une stratégie de test positif. C'est-à-dire que on va chercher à valider des hypothèses qui sont déjà préformulées dans nos têtes. Imaginez, vous êtes fan de quelque chose et vous voulez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui... Pardon, c'est un mauvais exemple, mais bref. En gros, imaginez un climato-sceptique, il va aller sur Google, il va taper pourquoi le changement climatique n'existe pas. Il va tomber sur 1 million de liens qui lui expliquent que le changement climatique est réel. Il va trouver un lien qui va lui dire que le changement climatique n'existe pas. Et celui-là, il va le sélectionner et il va le valider, quoi. C'est concrètement, on va négliger tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il y a dans notre tête. Alors, donc le climato-scepticisme aussi, où il fait froid, il pleut tout l'été, mais il n'y a pas de réchauffement climatique. Macron, par exemple, qui va recevoir des scientifiques qui lui parlent de limites planétaires et de décroissance, versus quand il reçoit le patron d'Airbus qui va lui parler de carburant vert. Donc ça, c'est un bon exemple de biais de confirmation. Bon, c'est un exemple actif, évidemment, mais voilà tout de même. Alors, maintenant, je vais vous parler de la psychologie des événements rares. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement, notre cerveau, il n'est pas très bien équipé pour distinguer les probabilités. Et donc, ça veut dire que
face à des événements rares qui ont, disons, une probabilité très faible dans le temps, eh bien, ces probabilités dans nos têtes, elles vont pas rester très stables non plus. Alors, concrètement, il y a cet effet un peu d'amnésie, qui est que les ventes d'assurance contre les catastrophes naturelles, par exemple, elles sont fortement liées aux expériences récentes vécues. Donc, les ventes d'assurance, elles augmentent uniquement après que les catastrophes se soient produites et diminuent ensuite au fur et à mesure que les événements se fassent de la mémoire, ce dont je vous parlais plus tôt avec le prix de l'immobilier. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup estimer cette probabilité sur base de nos expériences personnelles et pas spécialement avec des statistiques. Ça, c'est l'effet de disponibilité. Donc, au plus on va être confronté à ces événements-là, soit nous dans notre vie personnelle, soit parce que des proches ont vécu ces événements, au plus on va penser que ces événements sont probables. Mais concrètement, les probabilités, elles changent pas. C'est juste dans notre tête la perception de cette probabilité qui va changer. Alors du coup, il y a cette illustration que je trouvais sympa. Et pour illustrer un peu ça, j'avais vu sur Instagram quand il y a eu le cyclone Bellal qui a touché la Réunion. Vous voyez ces gens qui sont là sur le littoral. Et puis là, on voit en fait cette vague énorme qui arrive. Et puis ensuite, les gens qui se font tout simplement engloutir. Donc concrètement, c'est un exemple typique de ce type d'événement-là auquel on ne s'attend pas vraiment. Et on a beau savoir, et en fait, c'est justement ce moment où ça arrive. Et là, nous qui avons vu ça, évidemment, on ne serait jamais allé là, à ce moment-là, à cet endroit-là. Et ces personnes-là, bien concrètement, elles ne reproduiront plus jamais cette erreur-là. Mais le truc, c'est que il faut, enfin, pour ces personnes-là, dans un sens, il faut l'avoir vécu pour ne pas recommettre cette erreur. Et donc nous, concrètement, face aux enjeux actuels, eh bien, l'objectif, c'est de se dire, tiens, mais comment est-ce qu'on fait en fait pour nous ne pas se retrouver dans cette situation-là? Et donc, c'est là que justement, il y a des exercices de prospective qui sont hyper utiles, qui est de se projeter dans le futur, dans ces scénarios qui, eux, sont du coup négatifs. Et comme je disais avant, il y a cette idée de, faire flipper, et deux, derrière, de faire rêver aussi. Enfin, en tout cas, de donner des solutions et donc créer ces scénarios alternatifs qui nous permettent de voir, tiens, ça, c'est ce qu'on peut éviter. Comme ça, on n'ignore pas notre ignorance. Et deux, derrière, les scénarios positifs dans lesquels on change pour essayer de matérialiser concrètement le changement de système. Alors, lié à ces événements rares, il y a également d'autres effets qui est par exemple la sous-estimation des coûts liés à ces catastrophes et la création d'un récit positif plausible. Ça, c'est le biais d'optimisme. Concrètement, on va toujours voir les choses d'une façon un peu positive. Donc, comme je disais, on ignore notre ignorance, mais on confond aussi plausible et probable. Ce qui va faire aussi qu'on va négliger les probabilités négatives. Alors, on a aussi la perception qu'on est immunisé face aux catastrophes. Ça, c'est l'effet de supériorité à la moyenne. Donc, par exemple, si on dit que 8 personnes sur 10 vont mourir, concrètement, ça va faire en sorte qu'on va se voir dans les 2 survivants. Puis il y a aussi cette phrase classique, 90% des gens sont persuadés qu'ils conduisent mieux que 50% des gens. Donc, ça, c'est si vous avez plein de personnes en face de vous, enfin, j'aurais pu le faire ici, mais et vous leur demandez est-ce que vous pensez conduire mieux que la moyenne, mais concrètement, il y a toujours 90% des gens qui vont lever la main, alors que c'est statistiquement impossible, évidemment. Alors, on a aussi une préférence forte pour le court terme. Et là, on va parler par exemple d'actualisation hyperbolique. Donc, concrètement, si je vous propose 100 € là maintenant versus 100 € dans une semaine, vous allez prendre maintenant, mais si je vous prends 100 € versus 150 € dans une semaine, vous allez, enfin, il y a des chances qu'on préfère toujours le bénéfice dans le court terme. Alors, il y a également dans ces événements rares un problème qui est le biais du statu quo.
C'est-à-dire que ici, l'objectif pour les gens qui sont face à des catastrophes naturelles, c'est d'être assurés, évidemment. Et en fait, le fait est que si on n'est pas assuré de base, eh bien, pour aller s'assurer, ça requiert un changement. Mais en fait, nous, on est très fort orienté dans l'inertie. Donc, changer d'habitude, changer de comportement, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a ce biais du statu quo. Alors, un bon exemple, c'est toutes les newsletters qui sont dans nos boîtes mail, desquelles on n'est pas des abonnés et qui traînent là jusqu'à ce qu'on, un jour, peut-être, se désabonne. Donc voilà. Alors, on en revient un peu à Harold. On va essayer de faire une petite introduction aux exponentielles également, qui sont très importantes dans notre compréhension du système dans lequel on est. Donc, on sait que, par exemple, un feu, pour Harold, ça se propage extrêmement vite, mais vite, ça veut dire quoi? Donc, est-ce qu'on est vraiment équipé pour comprendre ces exponentielles? Donc ici, de ce petit exemple, avec ce petit étang et des nénuphars, on va voir que le nombre de nénuphars va doubler tous les jours. Premier jour, il y en a un. Deuxième jour, il y en a deux. Donc, combien de jours restera-t-il avant que l'étang ne soit rempli lorsqu'il sera à moitié plein? Un seul. Voilà, effectivement. Vu que ça double tous les jours, au moment où il sera à moitié plein, eh bien, le jour suivant, il sera plein. Et donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que ici, si ça double tous les jours, au début, vous en avez un qui double, ça devient 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Voilà, en fait, on voit que ça va extrêmement vite en un coup. Et donc, si on n'est pas au courant qu'il y a des exponentielles, est-ce que au 4e jour, on aurait pu dire que 4 jours plus tard, l'étang serait rempli? Pas vraiment. Alors, maintenant, on va utiliser ça pour essayer de comprendre un peu mieux les efforts et les bénéfices dans le temps et l'espace, pour voir pourquoi est-ce qu'on n'agit pas et comment est-ce qu'on peut améliorer cette incitation à l'action. Donc, si on repart sur cet incendie avec Harold, concrètement, un incendie, j'ai retrouvé ceci qui était très intéressant, c'est que pour éteindre un feu sec naissant, il faut un verre d'eau durant la première minute, un seau d'eau durant la 2e minute et une citerne d'eau au bout de la 3e minute. Donc concrètement, les efforts, en fait, ils évoluent de façon exponentielle dans le temps. Et ça représente bien ce que c'est en fait une exponentielle. C'est que ça augmente très très vite. Au début, c'est très très lent, et puis après, ça va très très vite. Donc, si le coût évolue de façon exponentielle, concrètement, pour nous, ça veut dire que, en tout cas pour Harold, s'il traîne un peu, il va devoir fournir beaucoup plus d'efforts que s'il n'avait pas attendu. Et nous, en fait, je vous parlais du système 1, système 2, lié en fait à notre perception. Concrètement, nous, toute la journée, on prend des décisions tout le temps. Et pour chaque décision, vous n'allez pas vous poser pendant 1 heure pour réfléchir, pour savoir si vous allez le faire ou pas. Et là, ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a à chaque décision que vous allez prendre, c'est un peu ce trade-off coût-bénéfice fait à la louche, vite fait dans la tête, pour savoir si vous allez agir ou pas. Et c'est cette idée-là qui est assez importante, c'est de se dire que c'est pas du tout un phénomène qui est rationnel. C'est-à-dire qu'on va jamais optimiser, parce que pour ça, il faudrait une information parfaite, un temps de réflexion infini, et ça, on n'a pas vraiment. Donc, concrètement, pour Harold, pour reprendre son exemple, lui, il ignore son ignorance, il ne sait pas ce que c'est un feu. Lui, il va avoir la flemme de se bouger, alors que nous, pas du tout. Donc là, ici, l'idée, c'est jouer sur cette perception des coûts qui évoluent dans le temps, de la distribution des probabilités si on n'agit pas, concrètement, qu'est-ce qui se passe si tu agis après 1 minute ou 2 minutes ou 3. Et on sait aussi que, au plus, les bénéfices pour nous, les bénéfices sont décalés dans le temps. En fait, au moins on va agir. Donc il y a une perception des bénéfices qui est assez variable et surtout en fonction des situations dans lesquelles on est.
par exemple, des personnes, au plus elles seront dans des situations précaires, au plus elles vont favoriser le présent. Donc, si vous proposez 100 € maintenant versus 200 € dans une semaine à quelqu'un qui est dans une situation précaire, donc ça peut être nous aujourd'hui, on est dans une bonne situation, dans une semaine on l'est plus. En fait, c'est la situation qui va dicter euh, comment on va se comporter. C'est pas spécialement juste nous, enfin, je veux dire, avec notre intelligence, etc. C'est vraiment la situation qui va dicter nos préférences. Et donc concrètement, ce qu'on voit ici, c'est que pour essayer, parce qu'on a cette préférence pour le court terme, mais pour essayer justement de faire agir par rapport à des choses qui sont dans le futur, eh bien, un article qui dit que voilà, faire ces exercices de prospective, c'est particulièrement efficace. Donc, essayer de se projeter dans tout ce qui est négatif, au final, comment est-ce qu'on risque d'être impacté. Ça va faire en sorte que ça va augmenter l'incitation à action. Ça permet de percevoir plus concrètement ces choses-là. Alors, je vous parle aussi d'exponentiel. Pourquoi? Parce que sur la Terre, concrètement, il y a dans tous les systèmes terrestres, il y a plein d'exponentiels partout. Donc, vous connaissez peut-être ce rapport qui a été publié, Les limites à la croissance, 2012. Vous connaissez? Oui, ok. Alors, concrètement, dans ces modèles qui ont été développés, ben, effectivement, il y a plein de boucles de rétroaction positives, donc des exponentielles. Pourquoi? Parce que tout est un peu lié. Et ces scénarios, ben, vous le savez, ils nous prédisent des pics et diminutions du bien-être et de la population avant la fin du XXIe siècle, dans tous les cas. Alors, on parle justement de ces exponentielles et notamment de la boucle rétroactive du rendement du capital, par exemple. Concrètement, en fait, on va créer des profits, on va réinvestir, et ça, en fait, cette boucle infinie de réinvestissement, c'est un peu ça qui fume la planète. Et concrètement, on aspire un peu tout cet argent, on l'investit dans une machine qui va faire le taf encore plus vite et qui nous crame encore plus vite. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir l'argent de ce système-là, histoire que ça aille quand même un peu mieux pour nous. Alors, donc on tombe sur ces scénarios-là qui nous disent, ben voilà, ça c'est les scénarios qu'on a, enfin en tout cas qu'ils avaient identifiés dans les années 70. Et ces exponentielles, effectivement, on les retrouve un peu partout. Et c'est entre autres pour ça que les scientifiques nous disent ça va plus vite que prévu. Et effectivement, ben, là, ici, on les voit, elles sont partout. L'augmentation de toutes ces vagues de chaleur ici, de catastrophes naturelles. Ça ici, ce graphique que je trouvais particulièrement intéressant. Concrètement, ici, on voit le nombre de morts par décennie dans le monde, au-dessus, pour l'ensemble des pays. Et puis ensuite, ici, c'est si on enlève les 50 pays les mieux développés. Et là, concrètement, on voit que ça commence à augmenter en fait. Et donc, ça exprime vraiment que si on regarde que juste le graphique du haut, on se dit, ah tiens, c'est super le progrès. Si on regarde le graphique du bas, mais en fait, pas tellement. Donc voilà. Alors, voilà, vous savez, il y a plein de conséquences, les sécheresses, la diminution des rendements agricoles, tout ça. Bref, ces exponentielles aussi, et perte de biodiversité. Là, ça vous connaissez certainement aussi. Voilà, voilà. Et donc, ces boucles de rétroaction qui sont aussi présentes un peu partout. Et là, aussi, on voit vraiment le lien entre changement climatique, perte de biodiversité. Donc, très intéressant d'agir au niveau du vivant également pour essayer de sauver un peu tout ça. Alors, donc on sait la peur peut générer des changements comportementaux si on donne des solutions adaptées. Donc, est-ce qu'on a en réalité des exponentielles positives? Alors, oui, le vivant, si on remet les bonnes choses au bon endroit, au bon moment, ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça que la régénération naturelle est un outil extrêmement efficace. La régénération naturelle assistée, là où l'humain va faire des petites interventions par endroit, est également efficace aussi. Donc il y a cet article que j'avais trouvé sur Internet, que je trouvais très bien. Donc je vous recommande de le lire. Et on sait aussi qu'en termes d'exponentielle, du coup, un peu positive, le changement social, c'est quelque chose qui peut se faire de façon exponentielle aussi. Alors,
effectivement, quand il y a des changements de normes qui se font, ben, la transition se fait plutôt de façon soudaine qu'incrémentale. Et ça, c'est assez important. Donc, c'est là qu'on va parler de ces points de bascule sociaux, c'est-à-dire une fois qu'il y a un seuil qui est franchi, un nombre suffisamment important de gens, eh bien, il y a une boucle de rétroaction positive qui se met en place, qui va renforcer la nouvelle façon de faire, et c'est comme ça que le changement se fait rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attarder aux mécanismes de la cognition sociale, notamment en réputation et normes sociales. Alors, je veux également vous parler de l'équité. L'équité, on en a parlé en introduction. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, quand vous prenez par exemple le mouvement des Gilets jaunes, concrètement, ce sont les classes populaires qui refusent de payer le coût d'une pollution dont ils ne sont pas vraiment responsables. Et concrètement, ben, les plus riches, eux, ça leur fait pas grand-chose de payer une taxe en plus, alors que pour les plus précaires, concrètement, ben, pour eux, c'est un coût énorme et qu'ils n'ont pas envie de se permettre ça. Donc là, ici, les efforts ne sont pas répartis de façon équitable. Et donc, concrètement, quand on va regarder, tiens, quelles sont les conditions à l'acceptabilité du changement, eh bien, il faut effectivement que ça soit équitable, que les efforts soient répartis de façon équitable, et il faut également que les mesures soient perçues comme étant efficaces. Et ça, en fait, il faut différencier de une mesure qui peut être efficace, comme une taxe ou autre, mais s'il n'est pas perçu comme tel, eh bien concrètement, ça va faire en sorte qu'il risque d'y avoir un rejet. Donc c'est vraiment cette perception qui est hyper importante ici. Alors, maintenant, on reprend un peu avec Harold. Donc, on a vu pas mal de trucs. Et maintenant, on va se dire, tiens, mais en fait, c'est quoi les limites de l'efficacité des actions d'Harold, si lui, il agit? Et comment est-ce qu'on va faire pour passer d'actions individuelles à des actions plus collectives? Donc, s'il a besoin de gens, par exemple, pour sauver sa maison. Donc là, maintenant, on va voir la réputation. Alors, il y a le titre de ce papier que je trouvais très pertinent qui dit la réputation, c'est une monnaie universelle pour les interactions sociales humaines. Concrètement, avec la réputation, on va engager dans la réciprocité et la réciprocité indirecte. La réciprocité indirecte, c'est-à-dire que au plus vous avez une bonne réputation, au plus vous allez avoir accès à des services. Par exemple, on est ici chez AXA Climate parce que j'ai une bonne réputation auprès de certaines personnes qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir accès au lieu. Voilà, un exemple très concret. Et cette réputation, elle est extrêmement importante. Par exemple, il y a une étude qui montre qu'une personne sur deux préfère mourir plutôt que d'avoir une croix gammée indélébile visible pour toujours. Donc, imaginez, vous avez une croix gammée sur votre front pour toute votre vie. Concrètement, une personne sur deux préfère mourir que d'avoir ça pour toute sa vie. Voilà. Alors. Pardon ? C'est du déclaratif. Ouais. Mais donc, un autre exemple, ben, concrètement, par rapport au changement climatique, les enjeux environnementaux, on sait que concrètement, ben, nos vies sont en danger et pourtant, il peut y avoir des publications sur les réseaux sociaux qu'on va ou ne va pas partager parce que on se dit, tiens, comment est-ce que je serai vu, etc. Donc voilà, c'est là que la réputation, c'est extrêmement importante. Ça, en fait, je veux dire, la valeur d'une information est déterminée par sa source. Ça, c'est également le fait que la réputation d'une personne va donner une valeur à une information. Alors, aussi, on sait qu'on adopte généralement des nouveaux comportements lorsqu'il y a des bénéfices réputationnels associés. Donc, ici, il y a cet exemple avec les All Blacks qui est arrivé à Paris en train pour la Coupe du Monde de rugby. Et donc, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça avait été très bien repris par les médias. Et effectivement, parce qu'il y a maintenant, c'est un peu ces bénéfices réputationnels associés au fait d'agir pour l'environnement. Et donc, ça, c'est très bien, parce que ça fait en sorte que les gens vont plus facilement adopter des gestes qui sont favorables à l'environnement. Mais du coup, de l'autre côté, si on perçoit qu'il y a des freins réputationnels, eh bien, ça crée ce frein à l'engagement. Alors maintenant, on va partir du côté des normes sociales.
pour voir un peu comment elles émergent et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faciliter le changement social. Alors d'abord, une petite définition. Ici, on sait que non social, ça correspond à des comportements auxquels nous, on va se conformer à deux conditions. Un, que savoir que la plupart des gens vont s'y conformer, et deux, savoir que la plupart des gens pensent que les autres vont s'y conformer également. Imaginez, vous devez aller, je ne sais pas, à un événement pro quelque part, et vous ne savez pas comment les gens vont s'habiller. Eh bien, vous allez réfléchir, tiens, mais si j'arrive habillé n'importe comment, peut-être que je vais me faire juger. Et du coup, il y a un peu cette idée de savoir, tiens, quelle est la norme finalement, et comment est-ce que je vais faire pour m'y conformer. Alors, maintenant, quant aux particularités des normes sociales, eh bien, on sait que les normes elles sont extrêmement résilientes dans un groupe et qu'elles changent difficilement. On sait aussi que lorsqu'elles changent, ça je vous l'ai dit juste avant, que la transition a tendance à se faire plutôt soudainement au lieu d'une façon plus incrémentale, linéaire. Alors, on sait aussi qu'elles sont autoréalisatrices. Nos comportements dépendent de ce qu'on pense que les autres vont faire. Du coup, si ces préférences changent, eh bien, attendez, 2 secondes. Il y a un appel. Hop, pardon. Alors, donc je disais, dépend de ce que les autres vont faire et des comportements que l'on observe. Alors ça peut mener, entre autres, à des pièges de conformité. C'est-à-dire que s'il y a des comportements délétères et qu'on pense qu'en fait les autres vont continuer à s'y conformer, eh bien, on risque de le faire aussi. Bien que nos préférences personnelles à tous puissent être différentes du statu quo, mais si elles sont inconnues de tous, eh bien, finalement, on continue à se conformer. Alors, par exemple, avec de la viande, si on pense que les gens vont continuer à manger de la viande, qu'on arrive à un barbecue, peut-être qu'on va continuer à manger de la viande si on se dit qu'on sera mal vu si on le fait pas. Un autre très bon exemple, c'est avec TikTok. Il y a une étude, en tout cas, c'est une étude qui est j'ai plus le terme exact, mais bref, qui n'a pas encore été peer-reviewed, qui montre que aujourd'hui, un étudiant américain est prêt à arrêter TikTok si on paye $59. Mais par contre, il est prêt à payer $28 si tout le monde arrête TikTok. Et ça, c'est l'exemple parfait d'un piège de conformité où en fait, tout le monde a envie d'arrêter TikTok, mais le truc, c'est que si on arrête tout seul, eh bien, il y a un coût social du fait de ne plus appartenir. C'est ce fameux FOMO, justement, cette aversion à la perte. Et donc ça, c'est un exemple très concret d'un piège de conformité. Alors, on sait aussi qu'on sous-estime très concrètement à quel point les normes vont influencer nos décisions. Donc, il y a cette étude sur la conservation d'énergie de 810 Californiens. Et en fait, ils ont donné des informations aux gens en leur demandant, tiens, pour quelles raisons est-ce que vous allez conserver de l'énergie? Et il se trouve qu'ils indiquaient ce que les autres font comme étant le dernier facteur, ce qui les influençait le moins. Alors que, en fait, eux, dans leur étude, ils avaient pu déterminer que c'était ce qui les avait le plus influencé dans leur prise de décision. Donc, concrètement, on pense qu'on va le faire parce que c'est bien d'économiser l'énergie, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on va le faire tout simplement parce que les autres le font, mais on va sous-estimer cette information, l'importance de cette information, et donc l'importance de la norme. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi qu'autant on est extrêmement influencé par les actions des autres, en réalité, ça veut dire que nos actions influencent également celles des autres. Alors, il y a aussi l'effet de conformisme social. Vous connaissez peut-être cette étude de Solomon Asch, où dans une salle de classe avec 5 personnes, il a montré 5 barres au tableau. Et l'objectif, c'était que, de taille différente, c'était que les gens indiquent la barre qui était la plus petite. Donc, les 4 premières personnes, qui étaient en fait des faux,
ont chacun indiqué à leur tour la deuxième la plus petite. Et le but, c'était de voir ce que la cinquième personne allait faire. Et en fait, la cinquième personne, ce qu'elle a fait, vous vous en doutez, c'est que dans une majeure partie des cas, elle indique également la deuxième plus petite et pas la plus petite, alors qu'en fait, c'est parfaitement visible que ce n'est pas la plus petite. Donc voilà, ça montre à quel point le conformisme social, c'est un effet qui est extrêmement fort chez nous. Et on a d'autres exemples de conformisme social où on va agir sans vraiment s'en rendre compte, justement, parce que ces normes nous font passer à l'action sans qu'on s'en rende compte. Donc, par exemple, des adolescentes qui voient d'autres adolescentes avoir des enfants, ont plus de chances de tomber enceinte. Voilà. Alors, maintenant, on peut aussi se demander comment les normes se propagent et quels sont les facteurs qui nous permettent de prédire leur adoption. Donc, on sait que le changement social est généralement initié par des minorités, et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de conversion. Alors, ce processus, il se passe en plusieurs phases. D'abord, en fait, il faut qu'il y ait un changement qui se produit par un comportement constant. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Julien qui publie sur les réseaux sociaux. Eh bien, il fait ça de façon continue. Et ça, c'est justement, ça peut aider à faire en sorte que d'autres s'y mettent également. Alors, ça ne sert à rien. C'est ta perception. Mais c'est dit, en fait, tu vois, justement, c'est le fait que d'autres gens puissent se mettre en mouvement, qu'ils aient accès à l'information. Et c'est cette détermination aussi qui va faire en sorte que les autres se mettent en mouvement. Donc, voilà, ça participe en tout cas, c'est cette minorité qui se met en mouvement. On va réagir après à la fin. Ouais. Après, je pense. Alors, on sait aussi que les attitudes et les opinions se propagent avant les actions dans des groupes sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui vais voir des publications de Julien, avant de moi-même publier des trucs sur ces sujets-là, peut-être qu'il va falloir d'abord attendre et être confronté à cette information avant d'aller publier. Pourquoi? Justement parce que les gens ont peur de cette exclusion sociale lorsqu'on a des principes moraux qui sont alternatifs et qui sont exposés à la majorité. Donc voilà, moi, tiens, quel sera le coût réputationnel peut-être si je commence à publier des trucs sur les réseaux sociaux, accès écologie, militantisme, etc., machin. Enfin, je donne des exemples factices, mais voilà. Alors, et en fait, c'est justement quand il y a ce rapport un peu coût-bénéfice dans notre tête, dans notre perception, qui est positif pour la majorité, pour les gens issus de la majorité, qu'on va avoir ces comportements publics qui vont changer. Alors, et là, ici, on va essayer de faire un peu aussi la distinction entre différents types de normes pour voir à quel point est-ce que ça peut nous mettre en mouvement. Alors ici, il y a les normes descriptives. Donc concrètement, c'est montrer ce que les autres font, dire ce que les autres font. On sait que c'est efficace pour changer les comportements et encore plus lorsque ce sont des gens que nous-mêmes on valorise. Alors il y a également les normes injonctives. Donc concrètement, c'est communiquer sur ce que les autres pensent et eux-mêmes valorisent. Et ça, on sait aussi que c'est généralement plus efficace que de communiquer sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc, communiquer sur ce qu'il faut faire versus ce qu'il ne faut pas faire. Donc, imaginons si je veux communiquer sur le fait de ne pas prendre d'avion. Eh bien, en fait, communiquer, dire je vais faire du bikepacking ou c'est trop bien de faire du bikepacking, c'est plus efficace que de dire il ne faut pas prendre d'avion, concrètement. Alors aussi, on a besoin de confirmer par nos expériences personnelles avant d'agir, avant d'adopter un certain comportement. Donc, il y a cette étude sur l'adoption de panneaux solaires en Suède. Donc, concrètement, on sait que les gens, quand ils voient des panneaux solaires, il y a plus de chances qu'ils en adoptent, qu'ils en mettent chez eux. Mais pourquoi précisément? Eh bien, en fait, c'est parce qu'ils ont été communiqués activement avec ceux qui en avaient installé. Et le fait de s'assurer par l'expérience personnelle de ceux qui communiquent que ça fonctionne bien, et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont les installer. Donc en fait, ça c'est aussi une condition, c'est-à-dire que quand on veut adopter quelque chose, on n'a pas juste besoin de statistiques et de chiffres, etc. On a besoin d'expériences personnelles, enfin en tout cas généralement, qui vont confirmer que c'est effectif pour nous-mêmes passer à l'action.
Alors, on sait aussi que y a ce papier qui dit que organiser des initiatives pro-environnementales, ça permet justement de créer cette identité sociale pro-environnementale qui va elle-même en fait faciliter l'adoption de ces comportements par les individus. Et finalement, en fait, concrètement, ce point de bascule, à quel moment est-ce qu'il va se faire? C'est quand des gens de la majorité vont voir d'autres personnes de la majorité changer, et c'est là qu'en fait que le changement va se faire. Donc voilà. Alors, ici, lorsqu'en fait il y a des comportements qui sont adoptés uniquement par une minorité de personnes, en fait, parler justement de la tendance de ces normes, ça peut également aider. Parce que si on dit juste, ah, mais il y a par exemple 5% de la population qui fait ceci, ça va pas beaucoup aider. Mais par contre, dire, ah tiens, il y a de plus en plus de gens qui adoptent ce comportement, de plus en plus de gens qui ne prennent plus l'avion, de plus en plus de gens qui ne mangent plus de viande, eh bien ça va faire en sorte qu'on va saisir une forme de tendance. Et là, on va dire, ah tiens, et ça va faciliter le passage à l'action aussi. Alors, également dans ce contexte-là, c'est que les messages écrits, donc par exemple, si je prends l'exemple du growing number of countries consider making ecocide a crime, et les statistiques, ça peut indiquer un changement imminent, donc potentiellement un point de bascule, ce qui va faire cette prophétie autoréalisatrice. Mais ce qui est encore plus efficace à ce niveau-là que les messages écrits, c'est justement les exemples physiques de déviance, c'est-à-dire voir des gens qui agissent différemment, c'est-à-dire mon pote qui va me dire ah je prends pas l'avion parce que ça pollue le climat, etc. machin. Et ça va être plus efficace que ces messages écrits. Alors, j'ai repris ce graphique d'un papier sur justement un modèle de normes sociales qui cherche à concrètement voir si les gens vont adopter le comportement alternatif en fonction du point de bascule social. Donc ce point de bascule social est déterminé par la proportion de gens qui doivent passer à l'action. Donc ici on voit là au-dessus, c'est 43% des gens doivent changer de comportement pour que le reste passe, pour que le reste change également. En dessous, c'est 30%, 23%, bref. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si le point de bascule social il est trop élevé, c'est-à-dire si le coût du changement pour les instigateurs du changement est trop élevé, eh bien, il risque tout simplement de ne pas y avoir de point de bascule social. Alors, d'autres contextes dans lesquels il n'y aura pas de point de bascule social, c'est par exemple si ce sont des normes privées, c'est-à-dire des comportements qu'on ne voit pas, des comportements que vous adoptez chez vous, c'est-à-dire la durée de votre douche. Ça, c'est un comportement qui est associé à une norme privée et du coup, difficilement observable. Et là, il va difficilement y avoir des points de bascule sociaux. Mais justement, rendre visibles ces comportements, ça peut faciliter l'adoption. Donc, il y avait l'exemple d'une étude où là, c'était le fait de rendre visibles les comportements, ça permettait de tripler l'adoption. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que ces normes, en fait, elles se propagent d'abord localement, et puis qu'ensuite, elles vont se propager de façon plus globale. Et donc ça, c'est exprimé très concrètement par les lignes que vous voyez là, en fait. Et c'est de nouveau, c'est exponentiel, ça peut être lent au début, puis en un coup, quand on saisit en fait les changements des attentes de ce que les gens vont faire, c'est-à-dire on se dit, tiens, qu'est-ce que les gens vont faire? Là, ici, c'est à chaque fois, OK, il y a un tour, on se dit, OK, les gens vont faire ça, deuxième tour, les gens vont faire ça, puis après, si on se dit, ah, là, les gens vont changer, hop, là, on voit qu'en fait, il y a ce changement qui se crée de façon assez significative. Alors, concrètement, pour faire un peu simple, une norme, en fait, et son émergence, elle va être déterminée par sa visibilité, par sa source, donc c'est-à-dire les personnes qui adoptent ce comportement. Ça va déterminer, par exemple, les bénéfices ou les bénéfices réputationnels associés.
Et ensuite, ça va être également déterminé par les bénéfices associés au nouveau comportement et les efforts à fournir pour changer. Et donc, je le disais, ces normes, elles peuvent évoluer de façon exponentielle. Et pour donner un peu une image, vous pouvez un peu comparer ça à un virus, en fait. Un virus, imaginons comme le Covid, c'est-à-dire au plus vous avez la capacité d'infecter des gens, eh bien, au plus il y a de chances qu'ils se reproduisent. Alors, là, on va parler un peu des freins à l'adoption de ces normes sociales. Donc, on a entre autres la réactance. Donc, concrètement, je vais vous parler de Juliette. Donc, Juliette, elle a une nouvelle paire de baskets et elle va chez ses copines. Et son objectif, c'est de faire en sorte que ses copines mettent ses chaussures aussi. Alors, imaginons que Juliette, elle mette ses chaussures uniquement chez elle. Ses chaussures, elles sont invisibles. Donc, concrètement, personne ne les mettra. Si maintenant, elle arrive chez ses copines et elle leur dit vous devez absolument acheter ces chaussures, vous devez absolument les mettre, ben, concrètement, ça ne va pas fonctionner non plus. Pourtant, c'est parfois un peu le genre de comportement que nous, on va adopter dans un contexte environnemental, c'est-à-dire tu dois pas prendre l'avion, etc. Machin. Et là, ici, on voit que concrètement, si ce sont des gens qui ne sont pas spécialement informés ou autres, mais ça peut créer cet effet de réactance. Alors, mais si Juliette, tout simplement, elle met ses chaussures et elle fait sa live et ses copines, elles voient ses chaussures, elles se disent ah tiens c'est cool machin, tu les as achetées où? Et bien là en fait on matérialise un peu les chances que les autres les adoptent, etc. Et qu'il y a un peu ces tendances qui se créent et de plus en plus de gens qui les adoptent. Et donc ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est que concrètement le fait de créer un peu ces sanctions sociales pour la majorité, de créer des stéréotypes négatifs, eh bien ça a pu freiner l'émergence des normes sociales, en tout cas la propagation naturelle des normes sociales. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit dans la littérature. Donc, par exemple, des mouvements comme les véganes ou autres, où voilà, ça a pu créer ce stéréotype négatif. Alors, un autre frein, c'est, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais c'est l'ignorance pluraliste. Celui-ci est particulièrement important, et notamment d'un point de vue du climato-scepticisme aussi, et d'autres techniques utilisées par les lobbies, je pense. Mais concrètement, c'est que quand on a un comportement minoritaire qui est extrêmement visible, combiné à une majorité silencieuse, eh bien en fait, on va surestimer ces comportements. Ça va faire en sorte qu'on risque de mal identifier la norme. Donc ici, il y a cette étude sur le binge drinking aux États-Unis. Donc ils avaient le fait de boire concrètement était extrêmement visible, ce qui a fait que il y avait seulement une minorité de gens qui voulaient et qui pratiquaient le binge drinking, mais ça a fait en sorte que vu que c'était extrêmement visible, ça a été mal identifié comme étant la norme, ce qui a fait que beaucoup plus de gens ont pratiqué le binge drinking, alors qu'en soi, leur préférence personnelle était de ne pas le pratiquer. Donc ça a créé cet effet de conformisme social. Alors, simplement informer les gens sur leurs préférences et de montrer en fait qu'il y avait une majorité de gens, c'est-à-dire dans l'étude, c'est 52% des gens qui boivent modérément, et bien ça a fait en sorte que les gens se sont dit ah mais en fait il y a beaucoup plus de gens qui boivent modérément que ce que je ne pensais. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui n'est pas spécialement visible comparé au fait des gens comparé aux gens qui pratiquent eux le binge drinking. Donc ça, rien que donner cette information-là, ça a pu rétablir l'équilibre et faire en sorte que les gens arrêtent le binge drinking. Et donc, par rapport au climato-scepticisme, par exemple, si on a des climato-sceptiques qui sont extrêmement visibles sur les réseaux sociaux, qui vont balancer beaucoup d'informations tout le temps, alors que des gens qui sont tout à fait conscients des enjeux du réchauffement climatique, etc., mais qui, eux, s'expriment moins ou pas, eh bien, on a cette majorité silencieuse et on a de l'autre côté cette minorité qui est extrêmement visible et qui va faire en sorte on risque en tout cas de mal identifier la norme. Alors, ça, c'est effectivement un problème. Et un problème lié à ça,
est que dans l'adoption des comportements écologiques, eh bien, généralement, beaucoup de ces comportements sont des comportements d'abstention, c'est-à-dire ne pas prendre l'avion, ne pas manger de viande, ce ne sont pas des choses qui se voient spécialement, et du coup, qui ne vont pas spécialement être identifiées. Et donc, si on sous-estime la prévalence de ce comportement, eh bien, on va tout simplement mal identifier les normes en place. Alors moi, en fait, j'ai donné déjà plusieurs fois cette conférence et j'avais envoyé à chaque fois des questionnaires aux participants pour savoir ce que eux faisaient, mais également ce que eux percevaient comme étant les comportements dans la population. Donc j'avais demandé, mais tiens, vous pensez qu'il y a combien de gens qui ont diminué l'avion, donc qui soit ne prennent plus l'avion du tout, soit qui font des efforts de temps en temps. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que tous les participants, donc là, bon, c'est pas une étude statistique, hein, c'est juste sur, disons, 60 personnes, quelque chose comme ça. Mais concrètement, systématiquement, les répondants sous-estiment, donc vous voyez en rouge, ils sous-estiment la part des gens dans la société qui vont agir. Et ça, justement, c'est parce que ce sont des comportements qui ne sont pas spécialement visibles et du coup qu'on va sous-estimer. Alors ça, c'est issu de cette étude, les comportements effectifs dans la population française en 2022, donc en jaune-orange là. Et donc on voit effectivement qu'on sous-estime les comportements de la population. De nouveau, ce n'est pas une étude statistique, donc voilà, c'est juste à titre indicatif. Mais tout de même. Et ça, je vous parlais de tendance. Donc j'avais également demandé, tiens, depuis quand est-ce que si vous pratiquez ces actions-là, depuis quand est-ce que vous les pratiquez? Et concrètement, en fait, dans les différents groupes, à chaque fois, on voit ces tendances croissantes qui s'installent sur la consommation de viande, la voiture, etc., etc. Donc, de nouveau, à titre indicatif purement, mais tout de même, je trouvais ça en tout cas intéressant. Alors, on a aussi un autre problème qui est que il n'y a pas juste les gestes individuels et il faut dépasser ces gestes individuels pour agir de façon collective pour essayer de générer un changement un peu plus systémique. Mais concrètement, on peut adopter des comportements que s'ils sont possibles et saillants. Donc, j'ai repris une traduction un peu littérale de ce qui était écrit. Mais voilà, vous comprenez. Et la contagion du coup, sociale ne peut se faire que si les comportements désirés sont faisables. Alors, concrètement, si on veut faire adopter un système qui est indépendant des énergies fossiles, des pesticides, qui réduit les inégalités, qui remet l'humain au centre de la chaîne du vivant, on va dire, là où il peut agir en tant que puits de carbone, eh bien, ce système, il faut un peu le créer pour ensuite pouvoir l'incarner, pour ensuite pouvoir créer cette adoption et du coup l'émergence des normes sociales liées à ces systèmes-là. Donc, créer ce système, c'est un problème qui est clairement complexe, qui nous occupe tous. Et du coup, c'est aussi potentiellement une des raisons pour lesquelles ce changement social ne peut pas se faire aussi vite qu'on le souhaite, mais également aussi parce que si ça se fait déjà, eh bien, il faut essayer de rendre visibles ces alternatives et ces systèmes-là, on va dire, qui sont en accord avec le vivant et les limites planétaires, etc. Donc, si on veut faciliter ce changement, dans tous les cas, il faut que le coût pour les instigateurs ne soit pas trop important. Sinon, le point de bascule sera trop élevé. Et là, on risque de ne pas avoir tout simplement de point de bascule social. Et donc, potentiellement, un piège de conformité, comme j'en parlais plus tôt. Alors, mais concrètement, il y a déjà des initiatives de transition collective, comme par exemple le village de Hungersheim en Alsace, ou alors des initiatives comme, enfin, j'ai pris juste ces deux exemples-là, mais près de Nantes, il y a une mairie citoyenne qui aide des paysans à s'installer pour faire de l'agroécologie. Donc ça, ce sont des choses qui sont les bienvenues et qui aident à faciliter une forme de transition. Et concrètement, les normes sociales, elles peuvent nous aider à réaliser ces changements-là.
de façon alternative au cadre juridique. Alors, elles peuvent justement fournir des mécanismes de signalisation au comportement souhaité. Par exemple, on va installer énormément de pistes cyclables pour montrer, tiens, ça c'est le comportement attendu, plutôt que mettre en place des lois ou des règles, etc. Là, on va installer des pistes cyclables, ça montre, tiens, genre prendre son vélo, c'est le comportement attendu, et ça va faire en sorte qu'il y ait plus d'adoption, ça a créé une tendance, si elle est visible, eh bien, plus en plus de gens vont s'y mettre. Alors, il y a aussi un autre problème lié à ça, qui est qu'en fait, quand vous avez déjà des normes sociales qui sont en place, et que par-dessus, vous essayez de rajouter des lois, eh bien, si ces normes sociales et ces lois vont pas dans le même sens, eh bien, il risque d'y avoir un problème également. Et donc, c'est là que c'est très important d'essayer de voir, tiens, quand on va essayer de créer du changement, c'est voir, tiens, quelles sont les normes qui sont déjà en place, quelles sont les normes qui se mettent en place, et quel effet est-ce qu'une loi, par exemple, peut avoir. Alors, un peu pour résumer ce qu'on a vu par rapport au changement social, en tout cas, par rapport aux normes, c'est que concrètement, quand il y a des comportements minoritaires vertueux, on va essayer de parler des tendances. Tiens, il y a de plus en plus de gens qui, pour faciliter le changement social. Quand ces comportements ne sont pas visibles, on va essayer de montrer ce qu'ils font, quand il y a beaucoup de gens qui le font, pour créer cet effet de conformisme social. Alors, quand ce sont des préférences qui sont invisibles, comme par exemple avec le binge drinking, eh bien, on va montrer ce que les gens valorisent pour essayer d'inhiber cette ignorance pluraliste qui risque de nous mener à mal identifier la norme. Alors ensuite, si on veut essayer d'inciter à adopter des comportements vertueux, on peut essayer de récompenser ces comportements-là, créer des bénéfices réputationnels au fait de changer. Et puis, évidemment, essayer de faire attention à la réactance par rapport au comportement délétère. Donc, on essaie de faire changer les gens. Donc, essayer plus de promouvoir les alternatives plutôt que de dire ne pas faire quelque chose. Alors, voilà, ça c'est un peu tout. Alors maintenant, si on passe à l'action, quel biais est-ce qu'il risque d'y avoir? Eh bien, c'était ça aussi l'objectif des sciences cognitives, c'est essayer d'utiliser les outils qui nous permettent d'identifier les différents biais, par exemple le biais d'optimisme ou le biais du planificateur, ensuite réfléchir à des outils pour essayer de faciliter le changement. Donc voilà, alors ici, je vais vous parler juste en introduction de ça, mais ce sera peut-être pour une autre fois. On va arriver à la fin de cette partie-ci et on va juste faire l'exercice par après. Mais concrètement, ici, on voit, je vous parlais justement de ce village de Hungersheim. Et donc, ici, on voit, tiens, ce village qui était un pionnier de la transition a dû repousser sa transition en raison de la crise. Donc, c'est concrètement, nous, notre objectif, si on veut faire des transitions hyper poussées, etc., machin, que ce soit à l'échelle d'un village, d'une ville ou autre, peu importe, c'est ça l'objectif, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui risque de mal se passer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour anticiper les problèmes et faciliter le changement? Et en fait, ça, d'un point de vue politique, c'est ce qu'on va aussi appeler les effets Cobra. Quand on va essayer de mettre en place des solutions et que derrière, en fait, on a l'effet inverse que ce qu'on voulait avoir. Donc, exemple, effet Cobra, c'était en Inde, à Delhi, durant l'époque coloniale, il y avait beaucoup de cobras dans la ville. Donc, le gouvernement en place, ils ont dit, bon, ben, pour chaque tête de cobra, on vous donne de l'argent. Au début, il y a de moins en moins de cobras, génial. Puis à partir d'un moment, vous vous en doutez, mais de plus en plus, évidemment, les gens ont commencé à faire de l'élevage de cobras. Donc voilà, c'est ça, en fait, l'objectif avec les sciences cognitives, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui risque de se passer dans la tête des gens et qu'est-ce qu'on peut anticiper comme problème pour donner la réponse la plus adaptée, en tout cas mettre en place la politique publique ou publique ou à n'importe quelle échelle, la plus adaptée possible. Donc voilà, ça c'est, il y a encore toute une panoplie de biais qu'on peut identifier à ce niveau-là.